Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Ian Proud, un ancien diplomate britannique qui a exercé les fonctions de conseiller économique à l'ambassade britannique à Moscou entre juillet 2014 et 2019. Merci d'être venu dans l'émission. Vous avez récemment écrit un article sur l'ampleur de ce qu'on appelle la busification en Ukraine, c'est-à-dire la conscription forcée. J'aimerais en parler davantage avec vous. À quel point considérez-vous la situation grave en ce qui concerne cette conscription forcée? Pardon, à quel point est-elle sérieuse? Donc à quel point la situation des conscrits forcés est-elle sérieuse? Eh bien, cela semble empirer et devenir plus extrême avec le temps. Je veux dire, tout a vraiment commencé vers la fin de 2022-2023, mais cela semble avoir beaucoup augmenté et de plus en plus de vidéos apparaissent maintenant en ligne à ce sujet. On voit souvent des gens publier des extraits sur X, des vidéos isolées, mais il y a maintenant plus de 4700 vidéos de ce type de situation, la plupart publiées cette année. Cela suggère deux choses. D'abord, que davantage de personnes enregistrent ces événements, mais aussi que le nombre de tels incidents augmente en même temps. Et ce sont souvent des vidéos assez éprouvantes. On y voit fréquemment des proches et des amis se battre avec les recruteurs, essayant d'empêcher leur ami ou leur fils, peu importe qui c'est, d'être traîné de force dans un minibus. Il y a eu des vidéos, comme une situation à Odessa, où des manifestants ont carrément renversé un minibus dans la rue pour tenter d'empêcher qu'il soit utilisé. On a vu des recruteurs tirer avec leurs armes de poing sur des personnes qui s'enfuyaient, des conscrits potentiels. On a vu des vidéos où des conscrits meurent littéralement à l'écran, étranglés au sol, avec des méthodes de plus en plus brutales. C'est vraiment très inquiétant. Et bien sûr, cela s'accompagne d'une hausse accélérée du nombre de désertions au sein de l'armée ukrainienne. Une partie de l'attention médiatique a presque été forcée sur ce sujet, parce que, je crois que c'était il y a seulement quelques jours. Angelina Jolie, par exemple, était en Ukraine et ils ont pratiquement enlevé son garde du corps ukrainien juste devant elle. Mais il y a aussi eu cet incident avec un journal britannique. Je ne suis pas tout à fait sûr lequel. C'était The Sun, le rédacteur en chef de la rubrique Défense, Jerome Starkey. Leur véhicule a en fait été réquisitionné par 3 hommes armés et ils ont été forcés de se rendre dans un centre de recrutement avec un employé ukrainien de The Sun à bord. Celui-ci a ensuite été emmené et contraint de s'enrôler contre sa volonté, tandis que Jerome Starkey ne pouvait rien faire. Apparemment, dans son article, il a mentionné avoir contacté un colonel ukrainien qu'il connaissait et avoir reçu une réponse très sèche, en gros disant que l'homme devrait être heureux de se battre pour l'Ukraine. C'est la réponse qu'il a obtenue de son soi-disant ami colonel dans l'armée ukrainienne. La brutalité avec laquelle ces personnes sont enrôlées dans l'armée contraste fortement avec les expressions de sympathie que nous voyons habituellement dans les médias envers les Ukrainiens. Il semble que la seule fois où l'on manifeste de la compassion, c'est lorsqu'elle peut servir de prétexte pour intensifier la guerre. Mais maintenant que l'on voit le traitement brutal infligé aux Ukrainiens là-bas, cela ne semble plus susciter beaucoup d'intérêt de la part des médias. Comment évaluez-vous la couverture médiatique occidentale? Le fait est qu'il devient de plus en plus difficile d'ignorer la situation. Il y a eu quelques articles à ce sujet, même dans les médias britanniques. Évidemment, l'article du Sun était particulièrement explicite. Voyons si nous aurons quelque chose sur l'histoire d'Angelina Jolie. Mais le Financial Times en avait parlé il y a environ 1 an. Et à ce moment-là, Rustem Umerov, le ministre ukrainien de la Défense,
avait déclaré que l'Ukraine allait abandonner la conscription et adopter des méthodes plus tournées vers l'avenir. Inscription en ligne, meilleures allocations, possibilité pour les gens de choisir leurs propres unités. Et c'était il y a un an, et clairement, rien n'a vraiment changé. La situation s'est en réalité aggravée, malgré le fait que le gouvernement ukrainien, à mon avis, cherche à amadouer les journaux occidentaux pour les garder favorables. En fait, the menu poor and Tiber. Nous voyons également la pression aller presque dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu d'être plus indulgents, certains grands journaux défendent l'idée que l'Ukraine devrait commencer à enrôler des hommes encore plus jeunes afin de disposer d'un plus grand vivier. Mais on voit aussi certains rapports à travers l'Occident, au moins en provenance de la Pologne, de l'Allemagne et d'autres endroits, suggérant que nous devrions envisager de renvoyer certains de ces jeunes hommes, car vous savez, c'est leur devoir d'aller se battre pour leur pays. Oui. Je veux dire, la Pologne en est un exemple classique. Radosław Sikorski le dit depuis assez longtemps, c'est l'un des Européens les plus favorables à la guerre que l'on puisse trouver en dehors des pays baltes. Vous savez, il parlait de supprimer les prestations sociales, de les faire retourner se battre. La seule vraie raison étant que la Pologne ne veut pas envoyer ses propres troupes combattre et préfère renvoyer ces pauvres Ukrainiens désemparés le faire à sa place. Parce que plus la guerre dure, plus il faudra de temps à l'Ukraine pour rejoindre l'Union européenne, ce qui pose un gros problème économique à la Pologne. Oui, cela semble, vous savez, être une manière de se tenir aux côtés des Ukrainiens, de les soutenir. Cela paraît s'appliquer dans tous les domaines, mais ils ne seront pas admis dans l'Union européenne. Nous sommes heureux de renvoyer les réfugiés ukrainiens pour remplir les tranchées. Il semble que notre empathie et notre solidarité soient très sélectives, mais cela reflète un problème plus large. Cela ne sort pas de nulle part. L'éléphant dans la pièce, évidemment, c'est ce problème massif de main-d'œuvre dans l'armée ukrainienne. Comment l'évaluez-vous? Eh bien, comme je l'ai dit plus tôt, le problème des désertions dans l'armée ukrainienne a augmenté. Ils ont vraiment du mal à maintenir le niveau de force nécessaire sur la ligne de front. Apparemment, à tout moment, il y a environ 350 000 soldats sur un contingent total d'1 million de troupes sur la ligne de front. Mais depuis le début de la guerre, plus de 200 000 soldats sur ce total d'1 million ont déserté. C'était un petit filet en 2022-2023, puis le chiffre est monté à environ 8 000 à 9 000 en 2024, et cette année, ce nombre a déjà été dépassé au cours du premier semestre, la fourchette des 8 000 à 9 000. Il y a maintenant plus de 100 000 personnes. Ainsi, de plus en plus d'Ukrainiens désertent et s'enfuient parce qu'ils ne veulent pas se battre et risquer de mourir ou de se faire arracher les jambes dans cette guerre qui pourrait être terminée. Et bien sûr, cela va de pair avec le nombre croissant d'Ukrainiens qui souhaitent voir un règlement négocié du conflit, environ 69% aujourd'hui, contre à peu près 24%, je crois, il y a 3 ans. Et cela selon Gallup, une organisation occidentale crédible. Le nombre de personnes en Ukraine qui pensent que le pays peut se battre et finir par vaincre la Russie a chuté d'à peu près la même proportion, d'environ un peu plus de 60% à environ 23%. Ainsi, Zelensky ne cherche pas la paix, il veut encore ses milliards. Et je pense que les hommes ukrainiens se disent, eh bien, en réalité, nous ne voulons pas faire partie de tout cela. Nous allons déserter. Pour certains d'entre eux, la désertion signifie être abattu, par exemple, lorsqu'ils tentent de franchir la frontière avec la Moldavie, un cas particulièrement médiatisé.
Eh bien, c'est là tout le problème avec la main-d'œuvre. Comme vous le suggérez, lorsque la situation s'aggrave, il ne s'agit pas seulement de désertion. On voit de plus en plus de soldats se rendre. Il y a aussi une hausse des pertes, car il y a davantage de soldats non formés, manifestement peu motivés s'ils ont été arrachés à leur foyer pour être envoyés au front. Oui, mais jusqu'à quel point cela peut-il durer? Parce que Zelensky a décidé de faire preuve d'une certaine indulgence en autorisant les hommes en dessous de l'âge de la conscription, entre 18 et 22 ans, à quitter le pays. Et en 2 mois, 100 000 jeunes hommes étaient partis. À un moment donné, cela finira aussi par peser sur l'économie. Eh bien, ce sera le cas. Mais je veux dire, premier point, avant d'en venir à l'économie, cela laisse encore les jeunes de 23 et 24 ans qu'ils pourraient décider de mobiliser de force. Et bien sûr, le problème, c'est que leurs parents et leurs amis ne seront pas plus disposés à les laisser être traînés au front que ne le sont les parents des personnes de 25 ans et plus. Donc, les mêmes vidéos de busification que nous voyons actuellement vont se multiplier s'ils essayent de recruter de force des jeunes de 23 et 24 ans. En fait, cet article du Sun sur la busification de leurs employés indiquait que beaucoup des hommes aperçus au centre de recrutement, où ils avaient été emmenés par 3 hommes armés ayant réquisitionné leur véhicule, étaient pour la plupart âgés de 40 à 50 ans. Et leurs examens médicaux étaient essentiellement approuvés sans véritable contrôle. Ils disaient, eh bien, tu sais, coche, tu es en forme, même s'ils ne l'étaient pas. C'est donc un gros problème pour eux. Mais sur le plan économique, l'économie de l'Ukraine est pratiquement en faillite. Elle n'a pas la capacité suffisante pour créer des emplois. De nombreuses entreprises ont fermé depuis le début de la guerre. Ces exportations n'ont pas suivi le rythme de ces importations, ce qui entraîne un déficit commercial croissant. Et lorsque la guerre prendra fin, le pays aura besoin de main-d'œuvre. L'Allemagne de l'Ouest s'est largement développée grâce à un important afflux de travailleurs après la Seconde Guerre mondiale. Cela a contribué à propulser son miracle économique. Eh bien, ces conditions ne s'appliquent pas vraiment à l'Ukraine, car tant de jeunes hommes sont partis et pourraient ne pas vouloir revenir. Et bien sûr, un très grand nombre ont été tués ou grièvement blessés sur le front. Je suis inquiet à propos du bouleversement social. Cependant, car si l'on exerce encore plus de pression sur cette société, en utilisant des tactiques encore plus agressives pour traquer les gens et les arracher dans la rue, il sera très difficile de maintenir quoi que ce soit qui ressemble à une stabilité politique. Mais cela soulève la question. Comment l'Ukraine peut-elle autrement résoudre son problème de main-d'œuvre dans l'ensemble? Parce que, vous savez, Kurt Volker, l'ancien ambassadeur américain auprès de l'OTAN, a suggéré que les Européens devraient commencer à envoyer leurs troupes puisque les Ukrainiens n'arrivent pas à recruter suffisamment de monde pour tenir les lignes de front. Voyez-vous d'autres solutions ou est-ce que c'est à peu près la fin du chemin? N'y a-t-il vraiment plus rien à faire pour l'Ukraine? Je ne vois pas d'autre solution. Les Polonais n'enverront pas leurs troupes, même s'ils ont l'une des plus grandes armées de l'UBBR et consacrent plus de 4% de leur PIB à la défense. Les Baltes, eux, n'ont clairement pas assez de soldats. Et en réalité, ni les Français ni les Britanniques n'en ont suffisamment non plus. Tu sais, si nous pouvions rassembler 10 000 personnes chacun, ce serait déjà une chance. Et par le passé, nous avons même refusé de le faire. Il ne reste donc que l'Allemagne, qui a elle aussi ses propres problèmes économiques. Il n'y a donc pas d'autre véritable source. Et bien sûr, comme on le dit depuis le début de la guerre, la Russie a tout simplement une population bien plus nombreuse.
Oui, il connaît les mêmes, peut-être pas aussi graves, mais les mêmes types de défis démographiques que l'Ukraine. Mais il compte tout de même 3,5 fois plus d'hommes en âge de combattre. Et les jeunes hommes, issus, en général, de milieux plus modestes, sont encore prêts à se porter volontaires et à s'engager sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mobilisation forcée. Cela signifie que, dans des villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg, la vie continue en grande partie comme d'habitude. Je connais un Russe qui travaille dans la City de Londres, dans l'une des grandes banques là-bas, et il a récemment pu, pour la première fois depuis le début de la guerre, retourner en vacances à Moscou sans craindre d'être enrôlé. Alors, vous savez, la Russie a simplement plus d'habitants et l'Ukraine n'en a pas autant. L'Ukraine compte moins de personnes, et cette réalité mathématique de base ne peut jamais vraiment être surmontée. La seule façon de résoudre ce problème pour l'Ukraine est de mettre fin à la guerre, évidemment. Ce n'est qu'alors que l'Ukraine pourra commencer à réparer son économie et à se reconstruire. Les entreprises européennes feront sans doute la queue pour investir, si cela se produit. Mais les responsables politiques européens ne sont pas pressés de voir cela, car le grand sujet tabou, l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, refera soudainement surface lorsque la guerre cessera, bien sûr. Eh bien, si les Européens pouvaient essayer de combler certaines lacunes, je veux dire, tu as dit qu'ils pourraient peut-être fournir 10 000 soldats, mais un général français avec qui j'ai récemment parlé a fait un bon point. Il a dit, tu sais, si tu entres en guerre avec seulement quelques troupes, tu n'entres pas en guerre si tu ne peux pas la gagner. Parce que une fois que tous ces soldats sont morts, alors quoi? Tu rapatries simplement tes morts et tu acceptes une défaite humiliante. Donc, il faudrait forcément une forme d'escalade. Et comment escalader sans les troupes nécessaires? Cela impliquerait des armes plus lourdes. Donc, ça ne peut pas bien se terminer. Je ne vois pas, malgré ce que Volcker pense, comment on pourrait simplement remplir les rangs ukrainiens avec des Européens. Cela n'arrivera pas. Il n'y a ni la capacité militaire, ni la volonté politique. Mais ma dernière question est la suivante. Que pensez-vous des déclarations de Zelensky? Sur le champ de bataille, les Russes comme les Ukrainiens ont tendance à exagérer leur position et la faiblesse de leur adversaire. Mais avec la chute de Pokrovsk, c'est très différent venant de Zelensky. Il affirme que Pokrovsk est toujours aux mains des Ukrainiens, qu'il n'y a que quelques Russes sur place. Il ment et que Kupiansk est en train d'être débarrassé des Russes. C'est très étrange, c'est si facile à démentir. Beaucoup d'Ukrainiens doivent regarder cela et se demander s'ils y croient vraiment ou si ce n'est que de la propagande bon marché. Comment interprétez-vous ces déclarations? Eh bien, je veux dire, Zelensky s'accroche de plus en plus au pouvoir, il me semble, et il est prêt à dire n'importe quoi pour garder ses soutiens occidentaux de son côté. Mais ses déclarations paraissent de plus en plus désespérées. Sa position s'affaiblit, même les grands médias occidentaux en parlent depuis quelques jours. La situation là-bas va devenir critique. Et bien sûr, pour Zelensky sur le plan intérieur, ce sera un coup dur pour le moral du peuple ukrainien quand cela arrivera. Il reste encore une grande partie de Donetsk qui n'a pas été prise par l'armée russe, mais la chute de Pokrovsk, après 18 mois de combats acharnés, serait un coup sévère. Il essaye donc de faire croire que ce n'est pas si grave, qu'il continue à se battre. Mais lorsque la vérité éclatera et que la Russie capturera un grand nombre de soldats ukrainiens à Milograd, par exemple, cela posera un sérieux problème intérieur à Zelensky sur le plan politique. Évidemment, Budanov a eu son grand moment de chevalier sur son cheval blanc, lorsqu'il a envoyé les forces spéciales il y a une semaine pour tenter de briser l'encerclement, ce qui, d'après tous les récits, a brièvement fonctionné.
Quand la situation deviendra vraiment catastrophique à Pokrovsk, il pourra dire « Eh bien, j'ai fait ma part ». Et bien sûr, Zelensky est de plus en plus dans le déni, car, comme nous le savons tous, Budanov a désormais fondé son propre parti politique. Donc vous savez, même des personnes autrefois proches de Zelensky commencent à se positionner pour le moment où les choses tourneront très mal. Et je pense que le courant de l'opinion politique et publique en Ukraine se retournera de plus en plus contre Zelensky après ce genre de défaite du bastion de Pokrovsk qui a résisté si longtemps. Alors, vous commencez déjà à voir la défaite militaire se manifester dans ces divisions politiques à Kiev. Oui, tout à fait. Je veux dire, les divisions politiques ne sont pas nouvelles. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est que l'on voit de plus en plus de personnes dans le cercle rapproché de Zelensky se retourner contre lui, lentement mais délibérément. Ce n'est pas la même chose que le gouverneur d'Odessa, à qui il a retiré son passeport, ou Petro Porochenko, qu'il a sanctionné, ainsi que d'autres figures de l'opposition. Il sera de plus en plus difficile pour Zelensky de sanctionner ou d'écarter ceux qui ont été, jusqu'à présent, ses plus proches collaborateurs pendant la guerre. Et ils le savent, et il le sait. Nous commençons à voir les prémices de cette lutte interne, où certains commencent à réfléchir à la manière de se débarrasser de Zelensky et de prendre sa place. Eh bien, merci d'avoir pris le temps. C'est un excellent article. Et je recommande à tout le monde d'aller le lire sur Responsible Statecraft. Le titre était « La basification et la conscription forcée des Ukrainiens ». Merci encore. Oui, avec grand plaisir. C'est toujours agréable de discuter, Glenn.